Alors, je vous ai dit que l'Europe était aussi un enjeu de cette élection présidentielle. Je reviens à l'actualité. La dégradation de la note italienne, la Grèce qui est toujours dans la situation que nous connaissons. Il y a quelque chose d'insupportable dans cette situation. Parce que cette crise financière, c'est aussi une crise de système. C'est l'héritage de cette décision dès la fin des années 80 dont je vous parlais tout à l'heure. La crise des subprimes ne vient pas de nulle part. Elle touche les États-Unis, mais elle touche la Grande-Bretagne, elle touche l'Espagne. La crise immobilière espagnole, elle est basée sur ce système de crédit hypothécaire que, lorsqu'il était ministre des Finances, Nicolas Sarkozy a voulu mettre en place en France. Heureusement, il ne l'a pas fait. Mais le crédit hypothécaire, vous voyez, on emprunte pratiquement toute sa vie, un crédit quasiment revolving, et puis à un moment, la bulle explose et c'est la crise. Eh bien, c'est ce qui se passe en Espagne. Et ça, c'est pas l'héritage de Zapatero, mais c'était l'héritage de Aznar. Mais il n'empêche que c'est la réalité que les Espagnols vivent aujourd'hui. Donc tous ces systèmes financiers qui ne sont pas basés sur l'économie réelle, qui sont des produits inventés où l'argent produit de l'argent, eh bien, il y a un moment où ça explose. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il faut changer les règles. Et il ne faut pas se contenter du discours de Toulon. Excusez-moi de dire ça là maintenant. Je ne parle pas du mien, je parle d'un certain discours de Toulon qui a été prononcé il n'y a pas si longtemps, en 2008, au moment de la crise, où vous alliez voir ce que vous allez voir, où les capitalistes allaient rendre gorge, qu'on allait éliminer les paradis fiscaux, et j'en passe et des meilleurs. En fait, il ne s'est rien passé. Et on en est toujours là. Et on en est toujours là, mais moi, ce qui me navre, c'est de voir à quel point les dirigeants européens sont en dessous de leurs responsabilités. Et en particulier, ce couple franco-allemand qu'on a souvent vanté, en tout cas qui pour moi est une nécessité, qui aujourd'hui est totalement en panne. Parce que les dirigeants européens retardent sans cesse les décisions qu'il faut prendre. Les décisions qu'il faut prendre. La première décision qu'il faut prendre, c'est d'abord dire qu'il ne faut pas que la Grèce sorte de l'euro. Certains pensent que ça serait une facilité, mais j'imagine, je vous le dis sincèrement, ça peut être une facilité à un moment, dans un débat, dans une discussion. Peut-être certains partis vont le dire et l'exploiter. Mais c'est le début de la spirale de la catastrophe pour tout le monde. Parce que vous verrez les conséquences si ça devait se produire. Alors que la Grèce a des difficultés à rembourser ses dettes, même si son système est celui dont a hérité Papandréou, puisque quand il est arrivé comme Premier ministre, les comptes étaient faux. Voilà. Donc vous voyez la catastrophe. Donc c'est vrai que les Grecs ont des efforts à faire, et notamment leur système fiscal, où le sport national, c'est de ne pas payer d'impôts. Donc on ne va pas dire que la Grèce ne doit pas se réformer et faire des efforts. Mais en même temps, je crois qu'il faut que la solidarité joue, parce que c'est à la fois la Grèce, c'est l'Irlande, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est l'Italie, peut-être demain la France. Et donc nos intérêts sont liés. Et donc il faut décider. Et décider, c'est pas toujours retarder la décision. Et donc nous savons bien que aujourd'hui, le prix à payer ne cesse d'augmenter. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Les banques, d'abord, que grâce aux contribuables qui ont été sauvés en 2008, mais même si elles sont encore fragiles, et puis les États. Et les États, mais comment faire pour que les citoyens, les contribuables ne soient pas pénalisés? Eh bien, nous avons proposé, et nous le proposons encore, que soit mis en place cette mutualisation de la dette à l'échelle de la zone euro. Les euro-obligations, les eurobonds, comme on dit, qui permettrait aux États qui mutualiseraient leurs dettes d'emprunter sur le marché à des taux bas. Alors, et puis ensuite, de dégager des marges de manœuvre pour relancer la croissance. Parce qu'aujourd'hui, l'Espagne emprunte à 5%. Je ne parle pas de la Grèce, qui sont parfois obligés d'emprunter à 50%. Donc, on voit bien que ça ne va pas marcher. Mais l'Italie, c'est à peu près le même niveau. L'Allemagne doit emprunter à 2 ou 2,5%. La France encore. Mais on est à la limite du système. Donc la mutualisation de la dette par ces euro-obligations qui se relevaient à l'échelle de la zone euro, alors vous ne dépendez plus des marchés financiers. C'est plus eux qui font la loi. L'autre jour, à la suite d'une réunion comme ce soir, un monsieur vient vers moi que je ne connaissais pas, qui n'était pas adhérent du Parti Socialiste, qui était venu pour s'intéresser aux primaires, et qui trouve que la candidature de François Hollande est intéressante, et qui peut-être votera pour lui. Il me dit, monsieur Hérault, dites-moi franchement, il m'a regardé droit dans les yeux, attendant la réponse. Pensez-vous que les chefs d'État ou de gouvernement peuvent imposer leur conception au marché financier? Alors je lui ai donné mes arguments. J'ai commencé à lui expliquer ce que je viens de vous expliquer. Il faut que la politique
impose ses vues aux agences de notation et aux marchés financiers. Mais quand vous ne décidez rien, que vous vous réunissez entre ministres des Finances et que vous êtes incapable de vous mettre d'accord, vous faites un communiqué, que vous dites que tout est sous contrôle et que vous savez très bien que ce n'est pas vrai, alors les marchés financiers le savent aussi et continuent de spéculer. Alors d'un côté, il y a la dette, de l'autre côté, il y a le déficit, mais de l'autre côté, quand la croissance baisse, les mêmes marchés financiers ne sont pas contents, parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc le rôle de la politique, c'est pas d'appuyer sur un bouton et faire croire que tout va marcher comme par miracle, mais c'est de prendre des décisions et engager des actions. Donc aujourd'hui, il faut que les dirigeants européens prennent ces décisions. Donc je vous l'ai dit, la mutualisation de la dette, les euro-obligations, la Banque Centrale Européenne doit aussi, et elle le fait, elle pourrait le faire mieux, puisque ce fonds de solidarité financière qui a été voté par le Parlement français, mais qui n'est toujours pas en place, puisque les 17 pays de la zone euro doivent voter eux aussi, ce ne sera peut-être pas en place avant l'année prochaine. Donc vous vous rendez compte le temps qu'il faut. Alors en attendant, il faut que la Banque Centrale Européenne intervienne, et elle en a les moyens, pour éviter que la situation se dégrade. Il faut aussi qu'on arrête de parler de la taxe sur les transactions financières pour éviter les mouvements spéculatifs, mais qu'on la fasse. Qu'on la fasse. Parce que c'est vrai que la France en parle. Bon, l'Allemagne n'en veut pas trop. Mais nous avons pris une initiative, nous les socialistes français, avec nos amis du Parti social-démocrate allemand. Le même jour, le 28 juin, nous avons débattu chacun dans nos assemblées respectives, au Bundestag en Allemagne, l'Assemblée nationale en France, pour voter, pour mettre en place une taxe sur les transactions financières, pour justement à la fois avoir des ressources et puis casser ces mécanismes spéculatifs. Bon, nous avons voté en France, en Allemagne, la CDU, le parti majoritaire, a renvoyé ça en commission. Donc il y a du travail à faire pour convaincre, mais le débat que j'évoque là, il a lieu ailleurs, il n'a pas lieu qu'en France, il a lieu aussi en Allemagne. Les jeux ne sont pas faits. Certains nous disent, oui, mais il y a la crise, c'est difficile, et le couple franco-allemand fonctionne mal parce qu'il y a la crise. Oui, franchement, je ferai juste un petit rappel historique, en citant François Mitterrand et Helmut Kohl. Ils ont su prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Lorsque le mur de Berlin est tombé, que l'Union soviétique s'est effondrée, nul ne savait vers quoi on allait. On ne savait pas comment se ferait la réunification allemande, à quelles conditions, que ferait l'Allemagne, se détacherait-elle de l'Europe, et irait-elle retournerait-elle vers son rôle historique d'Europe, de grande puissance en Europe centrale, jouerait-elle sa carte solitaire? Ça a été une question essentielle qui a été discutée entre François Mitterrand et Helmut Kohl. François Mitterrand qui avait ce sens de l'histoire et qui sentait bien que lui qui avait vécu à la fois, comment je dirais, ces deux guerres mondiales et qui savait les dangers qu'il y avait devant nous, avait une obsession. C'était que l'Allemagne accepte de reconnaître sans discuter, sans négocier sa frontière avec la Pologne. Et c'était pas si simple pour des raisons de politique intérieure. Helmut Kohl a failli ne pas le faire. Mais comme Helmut Kohl avait aussi le sens de l'histoire, même s'il n'était pas de la même sensibilité politique que François Mitterrand, il a su aussi chercher le compromis. Et le compromis qui a été aussi de permettre la réunification de l'Allemagne, mais qu'en même temps il y avait cette reconnaissance de la frontière à l'Est avec la Pologne, mais qu'il y avait aussi la décision d'Helmut Kohl de suivre François Mitterrand et de s'engager durablement dans l'Europe et d'accepter la création de l'euro. Mais ça, c'est un rôle historique. Alors après, c'est aux autres dirigeants de prendre la suite. Et ils ne l'ont pas prise. Parce qu'évidemment, en créant l'euro, il aurait fallu aussi créer la coordination des politiques économiques, ce fameux gouvernement économique européen, et aussi les convergences de politiques budgétaires. Tout ça n'a pas été fait. On en paye aujourd'hui le prix. Mais ne disons pas parce que les choses sont difficiles, parce qu'il y a la crise, que les politiques ne peuvent rien. La preuve, c'est que certains dans l'histoire ont su le faire courageusement, et heureusement qu'ils l'ont fait. Donc je crois que ça doit nous inspirer. Et moi je pense aussi. Alors faisons-le ça. Et j'étais avec François Hollande à Strasbourg la semaine dernière. Nous avons rencontré le président du groupe socialiste européen, qui est un Allemand, Martin Schulz, qui sera sans doute président du Parlement européen en janvier prochain, puisqu'il y a une alternance au sein de cette présidence. Et nous avons discuté de la situation, si nous gagnons les élections, que fait-on avec l'Allemagne? Et avec l'Allemagne, Mme Merkel sera toujours au pouvoir. Même si elle perd toutes les élections régionales, comme à Berlin aussi ce week-end dernier, elle sera là jusqu'au moins septembre 2013, parce que les dates des élections, c'est septembre 2013. Mais on a convenu ensemble qu'au-delà de nos relations fraternelles, amicales, j'en ai parlé avec nos amis sociaux-démocrates allemands,
que le président de la République, juste après son élection, et l'élection de l'Assemblée nationale, je ne l'oublie pas, parce qu'il faut quand même une majorité au Parlement pour gouverner, il ne faut pas l'oublier, devra engager tout de suite une négociation avec l'Allemagne. Sur toutes ces questions-là que je viens d'évoquer. Ces questions, mais questions aussi de qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe. Quel avenir on veut donner au peuple européen si on ne veut pas que tous les peuples désespèrent, finissent par plus croire à rien, plus croire dans ce grande cause européenne, de se mettre à voter pour les partis d'extrême droite comme dans la plupart des pays, y compris la France. Eh bien, il faut changer les choses. Donc, régler l'urgence, engager des réformes, j'en ai parlé sur le plan économique, sur le plan financier, mais aussi créer les conditions d'une croissance et d'un modèle de civilisation qu'il faut préserver en Europe et qui est aujourd'hui mis en cause, notamment à travers le pacte social, ce qui justement fait l'originalité de l'Europe, même s'il y a des différences d'un pays à l'autre. Et donc avec l'Allemagne, on peut se comprendre. Pourquoi avec l'Allemagne? Non pas parce qu'on veut diriger l'Europe tout seul, mais parce que c'est avec les deux grands pays de l'Europe, qui représentent peut-être 60% du produit, de la richesse de l'ensemble de l'Europe. Donc nous avons des devoirs, des responsabilités.